Bruno Fulini, Gueule d'assassin, publié chez Mareuil Éditions, un recueil de portraits de mines plus patibulaires les unes que les autres. Il y a un sous-titre, hein, La photographie à l'assaut du crime. Donc c'est en fait l'histoire aussi de la photographie, comment la photographie est arrivée dans le monde du crime. Bah, disons que depuis qu'on traque des individus, depuis qu'il y a des polices, on cherche à retrouver ceux qui ont échappé à la police ou à la justice ou qui se sont évadés de prison aussi. Dans un premier temps, on a surtout utilisé des signalements, hein, la taille, l'apparence, mais quelqu'un d'un peu malin peut changer d'apparence. Les marques corporelles, ça c'est plus compliqué. Il faut savoir que jusqu'en 1836, en France, on marquait au fer rouge les criminels. Donc là, il y avait une marque indélébile qui permettait de savoir avec certitude si quelqu'un avait déjà eu affaire à la justice ou pas. Bon, ça a été aboli et on peut s'en féliciter, mais du coup, ça a compliqué un petit peu la tâche, évidemment, des enquêteurs. Et puis, bon, il y avait dans certains cas des portraits gravés qu'on peut retrouver, mais c'est vrai qu'ils ne sont pas toujours très fidèles ou très utiles pour identifier quelqu'un. Par ailleurs, une gravure, voilà, c'est la reproduction d'un dessin, donc d'une œuvre artistique où il y a quand même une part de subjectivité. Et parfois, on a tendance à prendre pour des portraits réalistes des gravures qui accentuent les traits les plus inquiétants d'un personnage. Surtout que souvent, quand on a eu le temps de dessiner quelqu'un et de graver son portrait, c'est qu'il a déjà été arrêté. Ce ne sont plus des portraits qui sont utiles pour l'enquête, mais ils sont plutôt destinés au public. C'est ce qu'on appelait les canards autrefois, hein, qui étaient vendus par des colporteurs, y compris au fin fond des campagnes. Donc évidemment, là, on donnait aux criminels des gueules terribles, des gueules d'ogre, des gueules de diable, des têtes de mort, enfin des expressions atroces que plus tard, certains scientifiques ou pseudo-scientifiques comme Cesare Lombroso vont prendre pour argent comptant, vont mettre dans des sortes de galeries de portraits en disant, voilà, vous voyez, il y a des traits typiques du criminel, il y a des traits physiques qui sont caractéristiques de l'assassin ou du futur assassin, parce qu'ils se fondaient beaucoup sur des portraits un peu critiquables. Et il faut savoir que l'an prochain, nous allons célébrer le bicentenaire de l'invention de la photographie. Et c'est vrai que la photographie n'a pas du tout été inventée pour faciliter l'enquête criminelle. Ses inventeurs, Nicéphore Niepce et derrière lui, Louis Daguerre et d'autres, n'y ont pas pensé une seconde. Mais très vite, des magistrats, des policiers vont se dire, tiens, cette innovation technique peut nous être utile. Et donc, dès le milieu du 19e siècle, on commence à trouver des utilisations policières de la photographie. Il y a une anecdote, c'est en 1855, c'est du côté dans l'Ain, où une femme est assassinée. Et là, cette femme, c'est elle qui est photographiée, hein, dans le livre. Et d'ailleurs, c'est grâce à cette photographie qu'elle va être identifiée et que le coupable sera aussi confondu, mais cela un peu plus tard, je crois, 3 ou 4 ans plus tard. Comment ça s'est passé à ce moment-là, je dirais, le lien entre les photographes, de servir aux enquêteurs plutôt que de faire de la photographie de d'art, on va dire. Bien qu'il y ait des mises en scène de temps en temps. Oui, et c'est ça qui est très troublant dans la photographie de 1855, qui est la plus ancienne que j'ai trouvée dans les enquêtes policières. Ça se relie à la traque ce qu'on appellerait aujourd'hui un tueur en série, mais le concept n'existe pas à l'époque. Il y a un certain nombre de jeunes femmes qui vont être soit tuées, soit agressées dans l'Ain, effectivement, dans des zones un peu rurales, alors qu'elles sont originaires de Lyon. Et c'est un bonhomme qui leur a proposé une place, donc elles ont quitté la ville de Lyon pour aller avec lui vers un hypothétique château où elle serait bien payée, bien traitée, c'était des petites domestiques. Bref, il va y avoir une traque pendant des années de ce sinistre personnage. Nous savons maintenant qu'il s'appelait Martin Dumolard. Et surtout, il y a eu un coup de génie, c'est que le juge d'instruction Genot, à Trévoux, dans l'Ain, a eu l'idée, lorsqu'on a trouvé ce premier corps, imaginez, hein, une femme entièrement nue, morte, dans la forêt, et totalement inconnu dans les parages. Aucun des villageois n'avait jamais vu cette personne. Et Genot a l'idée absolument géniale de faire venir un photographe. Mais vous l'avez dit, nous sommes en
1955. À cette époque-là, la photographie, d'abord, c'est coûteux, et puis on n'a pas un appareil photo chez soi. Il faut faire appel à un artiste photographe qui se déplace, en l'occurrence, il venait de Lyon. Bien sûr, à l'époque, on n'a pas encore l'idée de geler la scène de crime et de la photographier. Donc le corps va être transporté et va être disposé d'une façon presque artistique, en fait, un peu troublante, sur le parvis de l'église. Donc, vous voyez, on est encore c'est vraiment les balbutiements de la police scientifique. Il n'empêche qu'on a ce corps, qu'on a ce visage qui porte une marque. Hein. Elle a été tuée d'un coup au visage. On saura plus tard que c'était pour ne pas abîmer ses vêtements, puisque l'assassin en fait dépouillait ses victimes. C'est pas du tout une violence sexuelle, c'était vraiment crapuleux. Grâce à cette photographie, plus tard, on va identifier cette jeune femme comme une jeune domestique lyonnaise. Et plus tard, lorsque on arrêtera ce Dumollard à qui on reprochera des agressions sur des bonnes, on pourra prouver qu'il a aussi tué, et en particulier tué cette personne, ce qui le conduira à la guillotine. Donc ça, c'est vraiment la première, toute première utilisation de la photographie, non seulement en France, mais à ma connaissance dans le monde, sachant que c'est en France qu'est née la photographie. Hein. Là, on peut Oui. légitimement pousser un petit cocorico. La France a inventé la photographie. Par une loi, d'ailleurs, elle en a fait cadeau au monde. Hein. C'est un brevet qui a été offert à l'humanité. C'est pas si courant. Mais vous avez raison, dans un premier temps, on fait appel à des artistes photographes qui vont faire comme ils procèdent avec n'importe quel client. Et lorsqu'on commence, par exemple, à Paris, à partir de 1874, on crée un laboratoire photographique et on photographie de façon systématique tous les individus qui sont arrêtés, avec l'idée bien sûr de pouvoir reconnaître les récidivistes. Quelqu'un qui serait condamné à une petite peine pour un vol, eh bien on garderait une fiche avec sa photographie et on saurait peut-être s'il est arrêté un an plus tard, s'il a recommencé. Bon, évidemment, d'abord mettez-vous à la place de tous ces petits délinquants. Ils grimacent, ils font tous les efforts possibles pour qu'on ne puisse pas les reconnaître, pour que la photo soit peu utilisable. Et puis les photographes les prennent un coup trois quarts gauche, un coup trois quarts droit. Enfin, il n'y a pas de rigueur dans la Le prise de flash photo. aussi qui grossit ou Voilà. déforme les traits, oui. Donc ces photos sont très difficilement utilisables et c'est seulement à la fin du 19e siècle, hein, dans les années 1890, qu'Alphonse Bertillon, qui a déjà inventé ce qu'on a appelé le bertillonnage, c'est-à-dire un système d'identification des récidivistes par des mesures corporelles, va compléter les fiches avec des photos qu'on appelle aujourd'hui anthropométriques ou des photographies judiciaires. Ce sont les fameuses photos face, profil, toujours à la même distance, toujours avec le même éclairage, sans ombre portée, sans décor. Bon, et là, on a quelque chose qui, en apparence, est beaucoup plus scientifique, en tout cas, qui permet plus facilement de reconnaître les individus. Aujourd'hui, on commence à considérer ces photos comme aussi très artistiques finalement, parce que d'abord elles sont prises avec du très bon matériel et donc il y a une très grande finesse. Oui. Si on regarde avec attention, il y a des expressions, parfois même des reflets dans les yeux qui sont extrêmement troublants et très beaux. Deuxième cocorico, hein, parce que c'est quand même la technique d'Alphonse Bertillon qui s'exporte très vite dans le monde. En effet, à partir de 1883, pour la première fois, avec le bertillonnage, on identifie à Paris un récidiviste, et ça va impressionner évidemment le monde entier. Donc, le bertillonnage, hein, les mesures Bertillon vont s'exporter, elles vont être utilisées aussi bien par la police américaine, britannique, allemande, vraiment dans le monde entier. De même, les photos anthropométriques face-profil, aux États-Unis, on les appelle mugshot. Hein, le mug, c'est la tasse, mais en argot, c'est la gueule, comme nous disons la fiole en français en quelque sorte. Et donc les mugshots vont se répandre évidemment dans tout le continent nord-américain et qui continue d'ailleurs. Donc ça c'est effectivement un grand succès. La méthode Bertillon va être quand même concurrencée par la dactyloscopie, je veux dire par là les empreintes digitales, qui là nous viennent des Anglais. Mais Bertillon, pragmatique, va finir par les intégrer sur ces fameuses fiches. Donc sur une bonne fiche Bertillon, vous avez les mesures corporelles, les empreintes digitales de l'individu qu'on a passé au piano, comme on dit, et puis la photographie face profil. Avec ça, on peut identifier assez sûrement les individus. Par exemple, c'est grâce à une de ces fiches que lorsqu'on arrête un individu louche qu'on soupçonne d'avoir fait disparaître deux femmes, qui dit s'appeler Frémiet, on se rend compte qu'en fait il s'appelle Landru et que Landru était déjà connu des services de police pour des escroqueries. Et on va se rendre compte après des mois et des mois d'enquête que cet escroc est passé au crime
crimes. Comment vous les avez, j'allais dire, croisés? Vous êtes parti comme un chasseur de primes, un peu à leur recherche à travers le globe, Oui, j'allais dire un chasseur de tête. En un fait, chasseur de tête. voilà. Disons que la quasi-totalité des photos qui sont dans ce livre proviennent de ma collection personnelle. Donc, ça fait un certain nombre d'années que j'accumule comme cela des tirages photographiques de ces criminels. Et j'ai eu la chance de pouvoir acheter en gros, en lot, des collections déjà constituées par des policiers ou d'anciens magistrats. Alors, dans ce livre, il y a, bon, il y a des hommes, il y a des femmes, alors de toutes catégories. Il y a des enfants aussi, vous consacrez un chapitre aux enfants criminels. Alors, ils viennent de toutes catégories socio-professionnelles. Il y a des assassins notoires, il y a des voleurs, il y a des serial killers. On n'appelait pas ça comme ça, mais voilà. Il y a les crimes passionnels, il y a enfin, il y a vraiment tout le crime n'a pas ni de sexe, ni de catégorie particulière. Oui, c'est vrai qu'il y a des individus qui sont ce qu'on appelle des criminels habituels, hein, qui vivent véritablement de vol, de rapine, de raquettes, de tout ce que vous voudrez. Mais dans les annales criminelles, on trouve aussi Monsieur ou Madame Tout-le-Monde qui, à un moment, passe au meurtre sous le coup de la colère, de la vengeance. Souvent, c'est de la jalousie. Il y a beaucoup d'affaires d'adultère qui tournent mal, etc. Et donc, on trouve des gens véritablement tous les milieux sociaux. De ce point de vue-là, la photographie anthropométrique est quelque chose de presque égalitaire, puisque tout le monde se retrouve face-profil devant l'objectif du photographe. Mais si on regarde attentivement ces photos, on voit bon, d'abord évidemment des différences vestimentaires qui souvent sont significatives. Hein, je pense à une grande bourgeoise, Madame Weiler, qui avait littéralement exécuté son mari. Elle pose avec un chapeau à la dernière mode, un col de fourrure, un air souverainement méprisant à l'égard du photographe. Et puis, bien sûr, ne sont pas non plus les mêmes visages. Là où c'est frappant, c'est qu'il y a toute une série de photos qui sont encollées ensemble sur le document original, et ce sont tous les complices de Stavisky. Et chez les complices de Stavisky, on a aussi bien des notables, hein, un député maire, des patrons de presse, que d'authentiques voyous qui assuraient sa sécurité ou ses basses œuvres. Et on voit bien que les gens n'ont pas eu la même existence, le même confort de vie. On voit des visages qui sont vraiment qui ont été travaillés par les épreuves et d'autres qui sont des visages de bons bourgeois joufflus qu'on ne soupçonnerait pas une seconde de tremper dans une affaire crapuleuse. Alors le livre se termine avec presque une autre approche, puisqu'il y a le portrait sculpté, enfin différents portraits sculptés cette fois-ci, d'un diplomate qui a tué toute la famille, hein, père, mère, enfin pas père, mais mère, femme et les enfants. C'était en 1976 et qui a disparu complètement. Donc là, il y a peut-être une chasse à l'homme à faire. En fait, c'est le Dupont de Ligonnès américain. C'est Oui. quasiment, c'est quelqu'un qui a effectivement liquidé toute sa famille, puis qui a disparu. Alors certes, c'était un ancien diplomate. Là, il n'y a pas d'imposture. Il a vraiment été diplomate, même si c'était pas un diplomate de très haut rang. Et donc, il savait comment passer les frontières. Il avait peut-être pris ses précautions. Bref, il a disparu et nul ne sait ce qu'il est devenu. S'est-il suicidé? A-t-il réussi à sortir des États-Unis pour bâtir une nouvelle vie ailleurs sous une nouvelle identité? On ne le sait pas. Il fait aujourd'hui encore l'objet d'un avis de recherche d'Interpol, évidemment. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'est, je dirais, le retour de la dimension artistique. Pourquoi? Parce que, d'abord, lui n'était pas un repris de justice, donc on n'avait pas de photos anthropométriques. Donc il a fallu, pour les avis de recherche, utiliser des photos de la vie courante, des photos artistiques ou des photos amateurs. Et puis surtout, comme ça fait des décennies qu'il a disparu, évidemment, il a changé depuis. Et donc, c'est un sculpteur qui, à partir de ses photos, a sculpté son visage tel qu'il pourrait être aujourd'hui avec les effets du vieillissement. Et ensuite, un photographe de la police a photographié ces sculptures pour en illustrer l'avis de recherche d'Interpol. Donc, vous voyez, là, il y a un aller-retour entre le travail artistique et le travail policier qui est tout à fait intéressant, tout à fait singulier, et qu'on retrouve dans d'autres affaires de disparition, bien sûr. Merci beaucoup, Bruno Feligny. Donc, Gueule d'assassin aux éditions Mareuil. Alors, voilà, bon, bah, pas lire sous la couette, peut-être parce qu'on fera des cauchemars après, ou pas.